à la présence d'un élu sur le port pour nous écouter. Alors nous vous demandons de patienter, d'attendre que l'élu veuille bien se déplacer. Nous sommes en démocratie, nous avons le droit à la parole. Donc restez mobilisés, nous comptons sur vous, sinon cette manifestation n'aura servi à rien. Voilà. Non au parc des Calanques. Nous sommes des plaisanciers et on voudrait bien continuer à être des plaisanciers malgré nos petits moyens. On aime bien la nature, on voudrait bien qu'on la protège, mais on ne veut pas qu'on la muselle, qu'on l'étouffe, qu'on l'écrase. Et en tant que Marseillais, on est très capable de protéger nos calanques, tout seul. Je suis calanquais comme tant d'autres. Les calanquais qui ont des bateaux, les plus gros font 6 mètres. Ils ne sont pas habitables, il n'y a pas de WC, il n'y a pas de cuisine. Et dans la calanque de Sornoux, puisque je parle au nom de celle-ci, vous avez en moyenne toutes les 20 minutes des navettes, sachant que lorsqu'un parc est créé, on va se retrouver avec 30% de plus de fréquentation. On compte fréquemment plus de 100 bateaux dans les calanques, et 100 bateaux qui dépassent largement les 10, 12, 15 et 20 mètres. De ce fait, ces bateaux-là sont équipés de WC, de cuisine, et tout part à la mer. Alors il y a des choses effectivement que la faune et la flore peuvent digérer, mais à ce point, non. Voilà. Nous ne sommes pas contre le parc, on est contre la manière dont ça nous a présenté. Et le fait de la non-concertation, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de... comment ça s'est passé? Il n'y a rien. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il y a des réunions de travail qui sont tout simplement des réunions où les gens arrivent, ont un dossier et disent on va faire ça. Et les gens qui sont en face, ils disent oui mais attention, ça, ah non, on fera ça comme ça. Ouais. Terminé, ferme ta gueule. Vous défendez quoi, des intérêts? Donc moi je suis responsable d'un programme événementiel, j'organise 15 manifestations par an dans le Vieux-Port parce que notre objectif de notre association c'est d'ouvrir le monde du nautisme, la mer à tous et pas qu'à ceux qui ont des bateaux derrière les barrières. Alors moi je suis contre une augmentation du trafic dans les calanques, ça c'est clair et net. Déjà il y a plein de touristes qui ont été rajoutés. Le parc régional des calanques qui va générer une concentration de bateaux. Ça c'est un souci en effet. Aujourd'hui on n'aborde pas le problème comme il le faut. Personne n'est contre un parc des calanques, c'est un non-sujet. La question n'est pas là. La vraie question, elle est de dire qu'est-ce qui fait que cet environnement est mis en danger. Et dans la question centrale de l'environnement marin, en tout cas mis en danger, on évite scrupuleusement, tellement facile, la vraie question centrale qui est celle des égouts de Corsiou qui se déversent depuis des décennies dans notre rade. La question, elle est là. On ne parle pas des bouts de Gardanne, on ne parle pas de l'Uvonne qui dégueule l'été et qui contraint à fermer les plages. Le vrai sujet, le cœur du problème, il est là. On serait quand même la première rade du monde à avoir un égout qui se déverse dans un parc national. Nous, on organise à peu près 1000 stages de vol par an. Toutes les années, je suis obligé d'arrêter mes stages pendant 1 mois parce que l'Uvonne déverse elle déverse et donc on m'arrête l'école parce qu'il ne faut pas mettre les gens sur l'eau parce qu'elle est insalubre. Alors déjà, régler les problèmes qui existent déjà entre l'Uvonne, le grand collecteur et tout ce qui s'ensuit et après on voit ce qu'il y a lieu de faire. Si on veut une mer propre, si on veut des calanques préservées, la seule chose à régler, c'est tout ce qui se déverse dans la mer. C'est pas les pauvres petits pêcheurs et plaisanciers qui baladent sur nous. Et après on envisage. Donc aujourd'hui on a l'Uvonne, les boues rouges et les égouts de Marseille. De novembre 2008, on veut nous faire croire qu'il n'y a plus d'effluents qui sortent de Cortiou. Il ne faut pas sortir le jour, il faut sortir la nuit. On y est nous. Moi je suis plongeur professionnel, pêcheur. Mais depuis que je ne vais plus là-bas, je ne me gratte plus. Voilà, je vous le dis. J'avais la gratouille. Donc si la gratouille, c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que je suis bouffé par les acides. Et ce qu'on ne parle pas aussi, c'est tous les produits, les paracétamol, les hormones, je m'excuse pour les dames féminines, issues de la pilule, issues de beaucoup de choses. Mais ça se déverse là-bas. On n'a pas une usine qui traite l'eau à 150%. Donc aujourd'hui, on a des poissons qui sont comme ça. C'est normal? Et non, il y a des espèces qui normalement sont féminins et après masculins, elles arrivent maintenant à être tout bouleversées. Mais c'est pas la pêche, c'est pas les plaisanciers, c'est la faute à qui? Cette politique d'ignorance de cette pollution. Voilà, on a une pollution, c'est une mauvaise maladie
qui a incubé pendant 40 ans et maintenant elle sort la maladie. Voilà, elle y est. Voilà. On est en déficit microplanctonnaire. Le plancton, on ne le pêche pas, nous les pêcheurs, le plancton. Le plancton, c'est la nourriture de toutes les espèces dans la mer. Le krill, tout ça, il se nourrit de plancton. Alors aujourd'hui, excusez-moi, maintenant on est en déficit. Il y a une scientifique du CNRS, Madame Fénon, qui en 88, j'ai le dossier moi, elle avait déclaré, c'est à Villefranche, elle a déclaré qu'en Méditerranée, on est en déficit microplanctonnaire. Donc depuis 88. Alors qui sait, je les mets de bas moi, je lis et je regarde les. Voilà. Alors aujourd'hui, on nous fait croire que c'est la pêche professionnelle, la prédation, le si. C'est des menteurs. Des menteurs, voilà. On est entouré de menteurs. Voilà. Le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises. De toute façon, il y a une délégation qui va rentrer et les autres personnes, vous nous attendez parce que si on ne ressort pas après, il faudra venir me chercher. Hein. Allez, messieurs. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dadin. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Jacques Champollion, bonjour. Fédération française des pêcheurs en mer. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas... Je dois faire un dîner ce soir, vous n'avez pas de 2-3 palombes, non, pour moi? On a des oursets, si vous voulez. On a des oursets, mais pas dans la poche. Alors nous sommes reçus par monsieur Yves Morène et par madame Karadec, deux élus, et on va leur exposer tous nos problèmes, et en espérant qu'ils vont les régler. Valencia, voulez-vous ma fleur d'orange, c'est gentil, frais et léger. Merci madame. Valencia, j'ai le cœur d'une gitane. Merci monsieur, merci beaucoup. Valencia, je ne suis pas une courtisane qui rôde dans les faubourgs. Valencia. Je ramasserais bien une petite frite. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. C'est quoi ça? On a... Non, on n'est pas vraiment arrivé. Enfin... On peut aller aux toilettes? Non, pas maintenant, faut patienter un petit peu, il y a comme un pro. Et Manu, il y a du soleil, je vais pouvoir bronzer. Non, c'est pas le moment. On n'a plus d'essence. Ouais, on n'a plus d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas? Explique au reste du groupe, ça veut dire on n'a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence, il va falloir pousser pour avancer. C'est mort, c'est ça, c'est le problème, oui. Allez. C'est énorme. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oui. C'est énorme. Mais c'est super sale. Ça me saoule. Mais c'est dur.
Chacun prend sur soi, vous êtes pénible. Manu, on va bronzer, c'est pas ton bronze. Non, non, on trouve une station essence, c'est la priorité là, on est en pleine sèche. Mais bordel, j'ai faim, il y a une friterie là-bas. Eh ouais, carrément, vas-y, on va manger là. Bon, d'accord, du calme, on y va, c'est bon, suivez-moi, on va manger. Et on reste calme, hein. Voilà, Valentin, c'était bon? Oh, ça, c'était cool, ouais. C'était bon, c'est bien? Ouais, ça. Super le poisson, monsieur. Les frites aussi, nickel. Ouais, c'était cool. Impeccable, mangez. Ouais. Et le poisson, vous l'avez acheté où? Tous mes produits viennent, mon poisson, exclusivement Port de la Cotinière, en frais tous les jours. Et nos pommes de terre pour faire nos frites, exclusivement Dolus, un petit producteur local qui s'appelle Stéphane Amry, qui nous fait de l'amandine, une super petite pomme de terre sucrée, extraordinaire. Le tout servi dans un petit cornet, on a un produit qui est 100% oléron. Voilà, vous savez tout. On vient de goûter vos fish and chips, alors on aimerait savoir où on peut pêcher du poisson. Pêcher du poisson oléron, il y a un terrain de jeu qui est assez vague, hein, c'est-à-dire il y a toute l'île où on peut pêcher du poisson. Par contre, je vous conseillerais plutôt de vous rapprocher de Francine, qui vous expliquera comment se passe la pêche en écluse. Voilà, tout simplement. Il y a des poissons dans l'eau. C'est énorme. C'est Francine, non? Bonjour Francine. Oh, bonjour. Ah, c'est énorme, il y a Francine. Bonjour Francine. Énorme. Présente Jacques. Bonjour Jacques. C'est énorme Jacques, c'est énorme. Donc on voudrait vous poser quelques questions comme comment fonctionne une écluse? Le principe de l'écluse, c'est un espèce de grand piège où le poisson, à marée haute, la mer est beaucoup plus haute que le mur, donc le poisson va et vient librement. Et à marée basse, quand la mer se retire, l'eau s'écoule par les ouvertures et le poisson est prisonnier à l'intérieur. On est une équipe de 8 personnes sur cette écluse-là. Et on se relaie, on a chacun une marée de jour, une marée de nuit à suivre, et ensuite c'est au suivant. Au niveau administratif, c'est une concession maritime à but non commercial, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de commercialiser le produit de notre pêche. Donc en fait, notre activité ici, plus que d'être axée sur vraiment la récolte du poisson pour faire vivre nos petites familles, c'est plutôt l'entretien d'un patrimoine qui est très 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 beau et très ancien. J'aimerais savoir combien y en a-t-il encore en activité des écluses? Tu vas celle-là? Ouais. Sur Oléron, donc, il y a 17 écluses en activité, qui travaillent, quoi, hein. Et donc, en même temps, qu'il faut entretenir, si on veut qu'elles perdurent. Et donc, sur le site des Sables-Vigners, il y en a 5. Et ces 5-là sont classés monuments historiques. C'est du travail de les rénover parce que c'est un boulot physique quand même. Mais je vous laisse essayer de deviner par vous-même, sachant que les écluses étaient montées à la main. Donc vous voyez la taille des pierres là. Comme engin pour aider, ils avaient des espèces de brancards qui servaient où on pouvait être à 2 ou à 4 pour porter des pierres. Mais tout ça c'est fait à la main. Et si nous on veut venir pêcher ici, ça marche? Pas vraiment. Les écluses, c'est des concessions maritimes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à but non commercial, mais concessions maritimes. Donc, il y a une équipe de co-détenteurs qui sont les seuls à avoir le droit de pêche. C'était énorme, Francine. Non, ouais, le poisson, c'était sûr. On se saoule, c'était vachement intéressant. C'était énorme, Jacques. Ah ouais, c'était trop sympa. Énorme. Putain, les gars, j'ai faim, je ramènerais bien une petite frite. C'est lourd. C'est vrai, quoi, j'ai faim. Bon, les filles, on se dépêche. On arrive. Bah, moi, je suis crevée. On va se mettre là, ça vous va? Ah ouais, on s'en fout, ça serait... Impeccable. Ah, elle a bien marché, Moi, je me mets où, moi? Bah, là, il y a place. Ouais, bon, on va dans le servir. J'ai des frites, moi, j'ai des frites. Ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez? On va prendre des frites. Des frites? Frites pour tout le monde. Frites pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Je vais vous chercher ça. Par contre, moi, avant de prendre des frites, j'aimerais bien juste savoir avec quelle huile vous les faites. L'huile de tournesol, on n'utilise pas la graisse de palme. Ça fait une meilleure frite. Et votre huile, après, vous en faites quoi? Quand elle est usagée, nous la stockons, nous la donnons à une association qui s'appelle Roule Ma Frite pour qu'ils en fassent un carburant pour les véhicules diesel. Ah bah justement, ça nous intéresse ça. On a plus d'essence. On est enfin arrivé à Roule Ma Frite. Fin de l'essence. Enfin.
pour voir comment ils font. Bah, je sais pas, faut voir avec eux. Ça me saoule. C'est énorme. On a déjà marché 40 ans, là. Ça commence à me saouler, j'espère qu'il y aura des frites. Ça m'énerve. Bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour. On est en panne, ce serait pour avoir de l'huile, s'il vous plaît. C'est possible? Bien sûr, ouais. Pardon, je suis au boulot, mais je vous montre comment ça se passe? Ah, avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais, venez, on va rentrer. Confetti! C'est énorme. On voulait savoir en quoi ça consiste, Roule ma frite. Roule ma frite, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 2007 sur le pays Marais-Oléron. On récupère des huiles de friture usagées dans des restaurants, des campings, des maisons de retraite, etc. Qu'on ramène ici, sur l'écopôle de l'île d'Oléron. On a installé une station de filtration et qui nous permet de transformer ce déchet en additif ou au diesel pour rouler avec, ou en additif au fioul pour mettre dans les chaudières. D'où vous est venue cette idée de faire de l'essence avec de l'huile? L'idée générale, c'est de réfléchir sur nos modes de production et de consommation. Donc là, on sait que sur Oléron, l'été, il y a énormément de gens qui viennent, donc il y a énormément de déchets qui sont produits. Et l'idée étant de se dire comment est-ce qu'en privilégiant à la fois les circuits courts et des solutions qui ne soient pas forcément gourmandes en carbone, on puisse s'en servir pour répondre à d'autres besoins. Ah, c'est intéressant. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, ils vont dans trois directions. Il y a les projets de ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire que la science nous permet aujourd'hui de trouver de nouveaux débouchés pour les huiles. Parce que par définition, c'est de la science vivante, donc on invente toujours avec notre laboratoire qui s'appelle Valagro. Donc là, en ce moment, on travaille sur le marché de la paraffine, qui jusque-là était issu de produits qui viennent principalement d'hydrocarbures, donc issus directement ou indirectement du pétrole. Et là, on va dans l'axe de ce qu'on appelle la chimie verte, pour au lieu d'utiliser des produits comme ça, qui sont très gourmands en carbone, les substituer par ce qu'on appelle la biomasse déchet. Donc c'est ce qu'on a derrière, tout ce qui est issu du végétal. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Pour la seconde partie, c'est pour les usages sociaux locaux. En fait, ce qu'on développe ici, c'est pour avoir des usages qui peuvent rendre service au plus grand nombre de personnes. Donc sur Oléron, dans le milieu rural, avec beaucoup de personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc du coup, on a un véhicule, 9 places, qui s'appelle la barquette. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse se servir de ces huiles pour alimenter ce véhicule, pour permettre aux personnes de bouger. Et ensuite, le troisième point, c'est l'essaimage et donc la constitution en fédération nationale de nos différentes entités, parce qu'on est 7 en France. Donc on va se constituer dans une entité qui s'appelle la FNAREP, ça veut dire Fédération nationale des acteurs du recyclage de proximité, pour privilégier justement ces collectes en circuit court, travaillant sur l'huile. Et l'autre gros dossier, c'est les déchets qu'on appelle fermenticibles. Donc les déchets fermenticibles, c'est des déchets de nourriture, pelures de carottes, etc., qui aujourd'hui partent aux ordures ménagères et souvent sont incinérés. Alors que si on met en place une autre solution, on pourrait faire ce qu'on appelle de la méthanisation pour créer du gaz. Et ce gaz, après, derrière, il peut permettre ou de se chauffer ou de se déplacer. Merci pour le bidon. Je vous en prie. À une prochaine. Hein. Bonne continuation. Merci, c'était énorme. C'est bon, on a le bidon. On peut repartir. Super. Intéressant, hein, roule ma frite. Énorme. Ouais, énorme. Trop bien. Le bidon était lourd. Oh, pas de soucis, chacun son tour. Oh, j'ai plus la patate, moi, là. Je suis crevé, là. Heureusement qu'on a trouvé Greg. Oh, il est énorme, Greg. Énorme. Il fait trop chaud. Mais c'est trop cool, franchement. Je peux mettre des fritures dans la bagnole. On se dépêche. Et on s'attache, hein. Ouais. Tout le monde a une place? On rentre chez nous. Et jolie colonie de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. Dis la vie, les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Allez, on va t'avoir. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. Dis la vie.
monsieur. Mon travail, c'est de récupérer, d'estimer la valeur de la chose, si elle est récupérable ou pas. Si elle est récupérable, là, nous la rénovons, nous lui donnons une deuxième vie et nous l'envoyons directement à la ressourcerie, à l'entreprise. Qui là, nous avons des agents qui sont là pour recycler et rénover. Et une fois rénovés, eh ben, on les met en vente. On a un contrôleur là-bas. Je me sens utile. Je me sens utile avec la communication et l'apprentissage. Ce que j'apprends en déchetterie et à la ressourcerie. Ça m'a ouvert les yeux sur le recyclage, l'environnement, l'écologie. En général, les gens sont assez contents quand je leur explique bien où ça va, où ça termine. Ils n'y croient pas, ils me disent ah, nous on pensait que ça allait à la poubelle puis on n'en parlait plus. Je dis non, non, on en donne une deuxième vie. Les gens maintenant commencent à s'en rendre compte que l'environnement et l'écologie c'est vraiment très très important. C'est pour ça que je vous remets cette publicité. Et si autour de vous, vous pouvez en parler à vos petits-enfants, à vos connaissances, à vos collègues de travail. Ça sera avec plaisir. Merci bien, monsieur. Très bonne initiative. Très très bien, monsieur. Je vous dis merci et bonne journée à vous. Bonjour, monsieur. Ce projet est né d'une volonté de travailleurs sociaux qui font partie d'une association de prévention spécialisée qui s'appelle le Grazard 93. J'étais éducatrice de rue à cette époque, donc ça c'était en 2008. Et donc en tant qu'éducateur, on s'est dit ce qui serait bien, c'est de créer de l'emploi pour les personnes qu'on accompagne et leurs familles. Et puis la ville de Blanc-Ménil nous a proposé de nous rassembler autour d'un projet de création de ressourcerie qui était déjà prévu comme une structure d'insertion à l'époque. On s'est réunis pendant un an avec la régie de quartier de la ville, avec les autres acteurs locaux du développement durable, le département autour de l'environnement, et voilà. Le CITOM 93 aussi, qui est le partenaire qui gère le traitement des déchets sur le département. Désignation, une chaise. Une chaise à valoriser et elle pèse 3,5 kg. En gros, les activités de la ressourcerie tournent autour de 4 axes principaux que sont la collecte, la valorisation, la vente, un aspect quand même important, et le quatrième aspect, c'est plus la sensibilisation. Et donc tout notre travail de mobilisation de la population sur les questions autour de l'environnement. Ici, il y a des gens qui ont touché à la collecte, qui ont touché à la valorisation parce qu'ils ont un savoir-faire, qui sont bons dans la vente et qui sont sensibles au projet de la ressourcerie. Donc je trouve ça assez complet. Vas-y, recharge en peinture. Le relooking pour nous consiste à mettre en valeur des produits qui vont être remis en vente et qui vont être valorisés pour les vendre un petit peu plus cher. Nous, notre objectif, c'est de tout ce qui rentre, de le faire ressortir chez un particulier. Je forme des salariés de l'entreprise, j'ai des personnes de différents niveaux. Là, j'ai un menuisier qui travaille sur un meuble, là, lui, il fait de la marqueterie avec du cajot. C'est un tremplin pour l'emploi. Ça permet aux gens qui ont des difficultés de revenir sur l'emploi de façon plus douce que dans un parcours traditionnel. Il y a un panel de compétences qui se développe et qui se transmet. Moi, je suis venue ici par rapport à Pôle emploi. Ils m'ont mis en évaluation de travail et ça m'a plu. Et donc, je leur ai plu aussi. Donc, j'ai signé le contrat pour rester 6 mois. Moi, je fais atelier informatique avec Eric. Il vient nous apprendre comment fonctionne l'ordinateur, l'intérieur, le démonter. S'il y a une panne, comment le réparer. Et je fais atelier expression. Je veux faire animatrice. Là, je suis en train de passer mon BAFA en même temps que d'être ici. Comme ça, ça me permet de faire mon diplôme et en même temps avoir une ressource à côté. Je suis ingénieur à la tour de contrôle de Roissy. Ma participation à la ressourcerie en tant que bénévole est née de la rencontre avec Anne, qui, lors de l'implantation de la ressourcerie, n'avait pas de personnel qualifié pour s'occuper et prendre en charge les D3E et en particulier le matériel informatique. Ça a été
plus loin qu'une simple participation technique. C'est devenu une véritable rencontre humaine. J'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques, très motivés, qui progressent à un rythme effréné, à qui il faut apporter beaucoup de matière, qui sont curieux. C'est une très belle rencontre humaine aussi pour moi. Ça m'apporte autant que moi je peux apporter à la ressourcerie. Je m'occupe de la réparation des ordinateurs et du D3E. Et je suis aussi chargé de récupérer en déchetterie, ce qui m'occupe le plus clair de mon temps. Donc je récupère de tout ce que les gens jettent, donc grosso modo, je fais les poubelles pour le bien de la société. La volonté de ce secteur d'activité, c'est quand même dans les 10 à 15 ans qui viennent, un peu comme l'ont été les déchetteries. Avant, on avait que des décharges, et puis aujourd'hui, il y a une déchetterie dans chacune des villes. L'idée, c'est que dans une quinzaine d'années, il y ait une ressourcerie à portée de tout le monde, quoi. Et qu'a priori, l'administré lambda descende de chez lui en disant ça, c'est à jeter, je vais à la déchetterie pour ramener au recyclage, à la matière. Et ça peut encore servir, je l'emmène à la ressourcerie. C'est quand même faire jouer une espèce de solidarité entre les gens, combattre cette idée quand même d'une consommation à outrance. Et puis c'est certainement réduire le volume des déchets de manière générale, quoi. Entre ce qui est incinéré et enfoui, il y en a tellement que... Vous voyez, quand on voit tout ce qu'elle a, et dire que tout ça, ça allait à la poubelle. Voilà, on va avoir un entretien cet après-midi. Hein. Okay. C'est celui qu'on fait autour du livret de compétences. Quoi. Donc on en est au 6 ou 7e. Quoi. Voilà. Bah, écoutez, chose en particulier, non? Il n'y a pas de livraison aujourd'hui? Non, il n'y a pas de livraison aujourd'hui, non. Donc le ménage pour pratiquement tout le monde aujourd'hui. On fait un peu de tout aussi. Hein. On fait de la livraison, on fait du magasinage. Ce matin, j'étais sur les jouets en bas. On apprend des choses, on découvre des choses. Voilà, quoi. On travaille en groupe, on travaille en équipe. Donc c'est bien, c'est que des atouts pour la suite, quoi. J'ai un projet personnel dans un domaine de l'électricité. Moi, ça m'a apporté déjà une stabilité de vie. Pendant qu'on est là, on est ici, on peut plancher en même temps sur ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et en même temps, on rend service à la commune, à l'environnement. Ici, c'est bien parce qu'on a une équipe super sympa. Même les entourages comme Anne-Pierre, Nathalie, Charlotte et notre chef d'équipe Jo, ils savent à nous écouter quand on a un gros problème. Ici, je me sens bien. Mon contrat est fini en mois d'août, le 16 août. Mais depuis que je suis là, tout va bien. Ma santé est bonne, voilà. Quand je suis venue, j'étais plus timide en fait. Je ne m'arrivais pas à m'ouvrir vers les gens, à aller vers les gens. Et là, ça m'a permis de m'ouvrir. Je suis plus... J'étais sociable, mais là, je suis plus. Je me sens plus à l'aise de parler, et même devant la caméra, devant les gens quand je suis en déchetterie. Et par rapport à ma carrière professionnelle, je vois que je suis capable de faire une vendeuse, de travailler dans un endroit plus grand que celui-là. Et c'est très bien, et j'aime bien l'ambiance, on s'amuse ici, mais on travaille en même temps parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est bon, vous êtes prêts? Ça fait déjà 2 fois que je viens. J'ai retrouvé des objets justement que j'avais, étant beaucoup plus jeune. Donc j'habitais à la campagne et des objets qui me rappellent un peu mon enfance. C'est intéressant au niveau du prix parce que c'est pas très excessif. Et j'ai appris en plus que ça crée de l'emploi. C'est très convivial. Ce sont des gens qui sont vraiment à l'écoute de ce qu'on recherche. Ils respectent aussi notre esprit un peu curieux. Moi, je farfouille un peu partout. C'est une ambiance familiale en fait. Et par rapport justement à l'ambiance qu'on a dans la grande distribution où c'est assez froid, je trouve que c'est plus humain en fait. Nous, on aime beaucoup l'idée qu'ici puissent se rencontrer à la fois les gens qui aiment les objets, même rares, qui sont prêts à payer très cher, et en même temps les gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin et qui ont besoin de s'équiper de manière urgente ou pas, quoi.
Moi j'ai vu quand on s'est promené des jardins maraîchers, des jardins potagers, des jardins abandonnés et des jardins de loisirs. Des cygnes, le mâle et la femelle, des foulques et des poules d'eau, des colverts femelles et des colverts mâles. Ah, j'ai oublié. Attendez 2 secondes, je prends des tapis. Venez avec moi, vous allez prendre des tapis. Voilà. Hein, j'arrive. Alors ici on se trouve à l'île aux Fagots. L'île aux Fagots, c'est à l'entrée des ortillonnages. Alors moi je suis animatrice territoriale spécialisée en éducation à l'environnement et j'accueille les écoles et les centres de loisirs qui veulent découvrir l'environnement et plus spécialement les ortillonnages. Le colvert. Alors ça c'est le mâle ou c'est la femelle? Le mâle. Le mâle, voilà, avec sa tête verte. Elle est comment la femelle? Marron. Marron, c'est ça. Et elle s'appelle comment? La canne. La canne comment? Alors c'est la femelle colvert. C'est le nom de l'espèce. Elle s'appelle Madame Colvert. On va en voir. Alors là, vous regardez bien autour de vous et vous me dites ce que c'est comme jardin. Je sais. Qu'est-ce que tu vois? Reste assis. Jardin maraîcher, je crois. Comment tu sais que c'est maraîcher, toi? Parce qu'il y a plein de légumes. Il y a des légumes? Oui, mais dans le potager aussi, il y avait des légumes. Oui. Sauf que là, il y a toutes sortes. Là, il y a plusieurs sortes. Et ça veut dire maraîcher? Oui. T'es sûr? Oui. Le monsieur, il va en faire quoi de ces légumes? Eh ben, il va aller au marché. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle un maraîcher. Alors, le jardin qui est là à droite, qu'est-ce que c'est comme jardin? À droite, c'est de ce côté-là? Je sais. Alors dis-moi. Un jardin abandonné, je crois. Abandonné, tout à fait. Oui, on parle d'écologie. J'utilise pas forcément le mot, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de leurs questions. Le mot environnement, c'est un mot que j'utilise souvent. Et puis après, ça dépend énormément des questions des enfants, du travail qu'ils font aussi avec l'enseignant. On voit souvent les enseignants avant, quand il s'agit des classes, pour préparer ensemble et pour savoir exactement ce qu'ils veulent aborder comme sujet. On parle, enfin c'est de la sensibilisation. Et on aborde aussi l'éducation à l'environnement qui est un peu plus précise. Quels gestes on peut faire ou ne pas faire pour respecter le lieu dans lequel on se trouve. Alors ici, il y a des arbres que vous connaissez, je pense. Oui, je sais déjà. Les grands arbres. Oui, mais il y en a que j'ai pas entendu. Les miss là-bas. Les saules pleureurs. Oh ben voilà. Alors où est-ce qu'ils sont les saules pleureurs? Montrez-moi. Là. Là et puis encore. Là-bas. Ouais. Là-bas. Il y en a beaucoup ici. Il y en a un gros là-bas. Ouais. Alors pour reconnaître le mâle de la femelle, il faut regarder la bosse qu'ils ont au-dessus du bec. Le mâle, il a une bosse qui est plus grosse que la femelle. Dommage, j'ai pas sur le côté. C'est les signes tuberculés. Je vais essayer de reculer. Ils sont juste là sur le côté, ils sont pas partis loin, ils peuvent pas aller loin. Ah ouais, mais c'est parce que le monsieur il leur donne à manger. Bonjour. Bonjour. Ils ont de la chance. Oui. Est-ce qu'il y a une femelle ou un mâle? Ah bah oui, il y a le mâle, il y a le papa et la maman. D'accord, merci. Différentes formes, parce qu'il faut rendre les choses ludiques pour les enfants. Différentes formes parce que moi je suis dans la barque avec un groupe et il faut que les autres groupes soient pris en charge aussi. Et donc il y a un jeu qui a été créé dans les jardins. Les enfants, c'est une chasse au trésor. Les enfants vont dans les jardins, ils ont des fiches pour identifier les arbres, les plantes. Ils ont des questions, ils doivent se repérer sur le plan et ils cherchent des arbres, des plantes. Ils doivent noter les réponses. Vous avez des feuilles par terre, vous pouvez ramasser, mais il y en a une qui vous dit bien là, vous allez retrouver ici. Alors toi tu proposes l'érable,
Sycomore. On va mettre simplement l'érable. Hein. Oui. Comment elle est la feuille? Elle a un peu de jaune, comment dire. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble par exemple à un trou. Non. Plein de trous. On dit que c'est une feuille découpée. Hein? Et il y en a encore d'autres, hein, vous cherchez, il y en a d'autres. De toute façon, si vous regardez, hein, c'est vrai, elles sont toutes semblables. Quatrième, c'est derrière la cabane. Alors attends une minute, j'écris d'abord l'érable. Ah, la cabane. Mais attendez. Mais attends, elle écrit l'arabe. Non, érable. Il y a un autre jeu, un jeu de plateau, où les enfants se déplacent sur le plateau avec des pions et vont avoir des questions ou des recherches à faire, des dessins, donc différentes formes, et des questions en rapport avec les ortillonnages. De toute façon, c'est un jeu qui a été créé sur les ortillonnages. Mais c'est aussi quelque chose qui est fait en deuxième partie, parce qu'ils ont déjà eu une animation en classe ou ici à l'île aux Fagots, plus théorique, où on leur a montré des photos, on leur a expliqué en théorie ce qu'était le site, et ils peuvent ensuite, avec ce qu'ils ont appris dans un premier temps, ils peuvent réexploiter avec ces jeux-là. 1, 2, 3. Tu prends une carte. Attends, il faut que... Voilà, tu prends une carte. Voilà, un billet vert. Dessine un seul pleureur. Bon, il a de la chance quand même. Hein. L'île aux Fagots, c'est Amiens Métropole, la communauté d'agglomération. À l'origine, c'était une piscine. Les gens venaient ici pour se baigner, une piscine qui a fermé dans les années 60. Après la piscine, en fait, le lieu a été racheté par un syndicat intercommunal parce que dans les années 70, il y a eu des projets d'aménagement qui auraient détruit les ortillonnages. Donc des associations, les gens se sont regroupés pour sauvegarder les ortillonnages. Et ce syndicat intercommunal a été créé dans l'objectif d'éduquer les enfants en tant que futurs citoyens pour ne pas faire disparaître un patrimoine tel que les ortillonnages. L'association de sauvegarde, c'est une association qui a été créée pour la sauvegarde du site, donc en même temps que le syndicat intercommunal à peu près. Et eux, leur objectif était de faire venir des touristes pour faire connaître le site, pour que ce site ne puisse pas disparaître. Donc les objectifs étaient différents. Ici, la pédagogie, à éduquer les enfants en tant que futurs citoyens, l'association, faire venir les touristes pour que le plus de gens possible connaissent le site. Un soir que je me rendais à ma ferme, il faisait nuit puisque au mois de décembre les jours sont courts. J'ai aperçu des phares dans les bois, je suis venu et puis j'ai trouvé le débardeur en train de débarder, de sortir carrément sur la voie communautaire, c'est une voie communautaire, pas fait de demande préalable, rien. Des chantiers forestiers découverts par hasard, la plupart des maires du plateau ont des histoires à raconter sur le sujet. Des chantiers qui n'ont pas fait l'objet d'une demande et donc encore moins d'une autorisation. Pourtant, le transport de bois fait souvent des dégâts sur les routes. Pour ramasser la boue qui sortent, ils baissent leur lame devant et ils vous enlèvent. La lame, elle enlève le vernis. Après, au bout d'un an ou deux, vous avez le goudron qui s'en va. Les dégradations, j'ai un chemin qui fait, 250 mètres, qui a été totalement dégradé. Hein. Il y a
Donc on est allé, là on a dit c'était tellement énorme, hein, il y avait des saignées de 50 cm, de la boue. Après les gens, c'était une résidence secondaire, n'avaient pas osé venir se plaindre, mais ils ont fini par nous dire qu'ils avaient dû rentrer pendant 1 mois et demi avec des bottes et laisser leur voiture à 150 mètres de chez eux pour pouvoir rentrer. Et donc il y avait une partie de voirie communale, c'est-à-dire le domaine public de la commune, hein, puisque quand c'est revêtu comme ça, c'est le domaine public. Et il y avait à peu près 150 mètres de chemin communal, c'est le domaine privé, qui était pareil, qui était abîmé. Donc là, il y en a eu pour 15 000 €. Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans qu'on est en procédure, qu'on a gagné. Hein, qu'on a gagné au tribunal, qu'on a gagné en appel, que ça fait plus d'1 an que l'huissier doit recouvrir cette dette et pour lequel je n'ai absolument pas de nouvelles. Et que rien ne se passe. Et que nous, le chemin, on a dû le refaire. Les gens ne pouvaient pas rester avec un chemin complètement défoncé. Donc la commune a dû le refaire. Si les exploitants forestiers travaillent sur des propriétés privées, ils sont souvent amenés, au moment du débardage, du stockage ou du chargement, à utiliser les voies publiques, qu'elles soient communales, communautaires ou départementales. Les relations entre les élus et les exploitants forestiers sont bien souvent compliquées. On a effectivement de très bonnes relations avec certains maires qui ont compris le principe et qui ont acté sur le fait que notre action, ou plutôt ce que l'on représente, était nécessaire au territoire, d'un point de vue économique. Et puis d'autres, avec lesquels on a quelques difficultés, quelques incompréhensions, qui sont peut-être motivées, mais je dirais finalement que c'est peut-être également un manque de communication. Afin de faciliter l'augmentation de l'exploitation de la forêt sur le plateau, des itinéraires dérogatoires permanents sont en train d'être mis en place côté Creuse et Haute-Vienne. Les transporteurs n'ont plus besoin de demander d'autorisation pour utiliser les routes concernées. Ce dispositif existe déjà depuis 2 ans en Corrèze et il ne plaît pas à tous les maires. Il y a eu, à cause de la tempête de 99, des dérogations de tonnage qui ont été prorogées. Et maintenant, il y a des itinéraires dérogatoires avec du 57 tonnes 3 essieux. Et aucune de nos routes, lors de leur construction, n'ont été étudiées pour recevoir un tel tonnage. Hein. Et on dit que le passage d'un camion, c'est l'équivalent de 1000 voitures. Aucune de mes voiries sont en itinéraire dérogatoire permanent. Hein. L'itinéraire dérogatoire permanent le plus proche, c'est la départementale. Parce que moi, je savais que la structure de mes routes ne pouvait pas... Parce que alors là, pour le coup, déjà, quand ils n'ont pas d'autorisation de voirie à vous demander, là, on ne les voit plus du tout. Hein. Ils exploitent comme ils veulent, où ils veulent. Présenté comme la contrepartie de ces itinéraires dérogatoires, un logiciel informatique baptisé Transbois doit encourager les exploitants à demander les autorisations de voirie auprès des maires, des autorisations pour l'utilisation des routes qui ne sont pas dérogatoires, mais ce logiciel ne rend pas les états des lieux obligatoires. Il existe au sein de Transbois, vous avez un curseur, un onglet sur l'état des lieux. L'état des lieux peut être déclaratif, ça veut dire que l'exploitant, dans ce cas-là, décrète qu'il n'a pas besoin, je dirais, de consulter l'élu. Il part du principe que la voirie est en bon état, que la piste est en bon état, auquel cas il le fait de son propre chef. Ou alors, il a la possibilité de faire un état des lieux avant de commencer, contradictoire. Auquel cas ils contactent l'élu, se déplacent ensemble et ils observent et ils mentionnent effectivement les problèmes soulevés. Trous dans la piste, etc. etc. En fin de chantier, on a également la possibilité de faire un état des lieux avec le maire, un état des lieux final. Je suis maire, ça va faire bientôt 18 ans. Les demandes de chantier, il y en a eu qui ont été faites en temps et en heure. Beaucoup qui n'ont pas été faites en temps et en heure, mais les fins de chantier, je suis à la veille d'en recevoir une.
Ils partent, ils vous disent pas le chantier est fini, on va constater s'il y a... Ça, j'en ai pas vu encore. Mais l'état des lieux final, j'ai beau mettre un petit sigle, attention, ne pas oublier l'état des lieux, je peux vous sortir toutes mes demandes de voirie de l'an dernier, je dois avoir qu'une seule entreprise qui m'a fait l'état des lieux final. Parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils savent qu'on va réclamer des choses, parce qu'ils auront abîmé les fossés ou qu'ils auront abîmé un chemin, et ça, ils n'en ont pas envie, parce que ça va venir en déduction de leurs bénéfices. Quand on parle de traçabilité avec Transbois, nous ne souhaitons pas que ce soit un outil qui soit uniquement fait pour nous faire payer les choses. J'aurais tendance à dire que si la piste a été dégradée, il faut comprendre qu'il n'est pas nécessaire de refaire cette piste immédiatement. Il faudra attendre effectivement l'assèchement de la piste pour le faire de manière la plus appropriée possible. Donc après, il y a un problème de délai. Peut-être que certains élus souhaiteraient que ce soit réalisé dans un délai très court. Or, il ne faut pas oublier que nos unités de première transformation ont besoin de bois, mais tous les jours. Clairement, et des quantités de bois importantes. Et qu'on ne peut pas jouer sur des ruptures. Il suffit de constater aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous sommes non pas en intempéries, mais qu'on a effectivement de la neige qui complique les approvisionnements et par conséquent on se retrouve avec un stock de bois devant les scieries qui est au plus bas. Et eux, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils sortent de l'argent, il faut. Mais seulement ce qui s'aperçoivent pas, c'est que les communes, là, on est arrivé à un stade où on ne va plus pouvoir faire les routes, entretenir les routes. On a du mal, cette année, on a vraiment du mal à faire les budgets, et puis sans faire aucun investissement, on ne peut plus. Il y a un chantage à ça, même les autorités nous font un chantage à ça. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus de... C'est vrai que c'est notre première matière première, le bois. Mais pourquoi est-ce que ce seraient les communes qui devraient payer ? Nos subventions, elles sont quinquennales. Moi, je dois avoir 2290 € pour 5 ans, par an pendant 5 ans. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Cette route-là, pour 1 km 400, j'ai eu pour 30 000 € et simplement d'enrober. Et puis, on ne peut pas non plus... Ils ont des contraintes financières, eux aussi. Mais c'est pas une raison pour que ce soit toujours la commune qui soit le dindon. Ces problèmes ne sont pas propres au plateau de Millevaches. Un député de la Nièvre a déjà proposé une taxe pour que les professionnels du bois participent financièrement à l'entretien des routes communales. Je pense qu'il faudrait une vraie réflexion sur un pourcentage même infime par rapport au... Ils savent le bois, le tonnage de bois. Ils nous le mettent d'ailleurs sur les demandes de voirie. On va sortir 2000 stères, on va sortir 500 stères, Ils le savent. Pourquoi est-ce que ce serait que le marchand de bois? Ça peut être aussi le propriétaire. Le propriétaire, il est quand même exonéré pendant 30 ans. Je ne sais pas, 0,1 ou 0,2% sur la masse de bois qui est traitée et qui a un fonds. Par nos impôts, nous contribuons d'ores et déjà à financer les réfections de voirie, si c'est le cas, si c'est la question. Imaginez un autre mode de taxation, je dis attention, restons vigilants. En attendant, Michel Guilloux a mis au point sa propre amélioration du logiciel Transbois. Quand les demandes de chantier lui parviennent, elle prend son appareil photo et va faire son propre état des lieux.
Voilà, moi j'ai décidé de mettre la pression, j'ai décidé de les poursuivre, de faire un état des lieux photographique avec beaucoup de photos et surtout quand les routes sont neuves. Et je surveille, je suis obligée de surveiller en me disant là c'est pas normal.